Bonjour, je suis psychanalyste basée à Bâle et je vous parle aujourd'hui à l'invitation de l'artiste Céline Mantz. La majorité des fonds présentés dans cette exposition ont été conservés par Hans von Matt, le mari d'Anne-Marie von Matt. J'étudierai ici la question pourquoi Hans a négligé son propre travail artistique après la mort d'Anne-Marie, ainsi de se consacrer au domaine artistique de sa femme décédée et de le rendre accessible au public. Mon évaluation est complétée par des documents archivés que Céline Mantz a recueillis à la bibliothèque du canton de Nidwald et au dépôt de la collection du musée de Nidwald. En principe, on peut supposer que le moteur de chaque dévotion posthume est une forme de travail de deuil. Les processus de deuil peuvent évoluer dans des sens différents. Il y a des cas où le partenaire emballe toutes les affaires de la personne défunte dans un carton et le range dans le grenier. Dans ces cas-ci, on pourrait supposer qu'il est probablement insupportable pour le partenaire survivant de s'y consacrer. Mais ceci n'est pas le cas chez Hans von Matt, car j'ai l'impression qu'il a traversé un processus interne intense après la mort de sa femme. Le travail de deuil dépend fortement de la qualité de la relation vécue. Celle-ci influence la manière et puis aussi la capacité de faire son deuil. Après une perte, il y a toujours d'abord le choc de devoir admettre que le partenaire n'est plus là. Une deuxième étape consiste à entamer un dialogue intérieur avec le partenaire décédé. Le partenaire est intériorisé. Dans cet examen rétrospectif de la vie et de la relation amoureuse, de forts sentiments de culpabilité peuvent surgir. Certaines psychanalystes disent que plus la relation vécue est perçue a posteriori de manière positive, plus les sentiments de culpabilité sont forts après la mort. À première vue, cela semble paradoxal, mais ça signifie qu'une confrontation intense avec le partenaire s'est déjà produite de son vivant, ce qui est intéressant. Quand un partenaire décède, le sentiment de perte et de non-vécu est d'autant plus fort car plus le partenaire a été défini au sein de la relation, plus le sentiment de perte post-mortem est intense. Et c'est ainsi que les sentiments de culpabilité par rapport à ce qui a été empêché au partenaire décédé et donc aussi à soi-même peuvent surgir. La question est de savoir s'il est possible de transformer ces sentiments de culpabilité en un élan de réconciliation et de ne pas s'accrocher au sentiment de culpabilité. C'est ce que Freud décrit dans son ouvrage majeur Deuil et mélancolie. Si l'on reste dans la stagnation, la mélancolie s'installe et peut conduire à une profonde dépression. On reste prisonnier de la culpabilité et ne parvient pas à se remettre en vie. L'identification avec le défunt mène si loin qu'on se refuse à soi-même de vivre. L'exemple présent laisse transmettre une forme hybride. On peut supposer que Hans von Matt s'accroche à des sentiments de culpabilité dans la mesure où il met sa créativité en veilleuse. En même temps, un processus semble possible, à savoir qu'il se tourne vraiment vers le travail de son épouse décédée. Le sentiment de culpabilité se transforme donc en évolution et en une sorte de réparation. Le psychanalyste Kernberg appelle ça un mandat que le conjoint survivant prend en charge. C'est là la troisième étape essentielle du processus de deuil, le fait qu'une profonde gratitude peut aussi être vécue au sens d'un mandat ou d'une prise en charge des choses non vécues de la part du défunt. Et c'est tout à fait ce qui se produit dans le cas de Hans von Matt. Ici, apparemment,
Un sens moral naît de cette culpabilité, comme de donner vie a posteriori à ce qui n'avait pas été rendu accessible au public auparavant. Il faut garder à l'esprit qu'après son mariage avec Hans, lui, il a pu continuer à travailler comme sculpteur reconnu lorsque Anne-Marie s'est retirée de la vie artistique publique pour, pas entièrement volontairement, prendre soin de la maison et n'a pratiquement plus exposé. Bien qu'elle a continué à travailler comme artiste en cachette pendant des années, il n'était pas encore évident du tout de prendre les femmes artistes au sérieux en 1967 quand elle est morte, particulièrement dans la province conservatrice qui était Stans. Ce que Hans von Matt a fait dans les années 1970, quand il s'est considérablement efforcé de donner une visibilité publique à la succession d'Anne-Marie, était alors assez exceptionnel. Je pourrais imaginer qu'il a réagi au sens d'une mission intérieure, justement comme une sorte de réparation. Mais il faut aussi voir cela de l'angle des développements sociopolitiques de ce temps, car c'était une époque où le rôle social des femmes était en train d'être reconsidéré suite au mouvement d'émancipation. Un tel changement de valeur sociétale a sûrement influencé la manière dont Hans a géré la succession d'Anne-Marie, qu'il pensait qu'il avait une obligation morale dont il se sentait redevable à son égard dans le cadre des mouvements de libération des femmes et qui coïncidait avec un travail intérieur de deuil. On peut voir ça sous un angle critique ou moins critique. D'une part, bon, ça s'est présenté comme ça, il a eu ce mouvement, et cela lui a permis à lui et indirectement à elle de faire quelque chose. Mais en même temps, combien cela lui importait-il d'agir conformément au climat politique et à l'opinion publique, de surfer sur cette vague émergente? Vu sous cet angle, il n'a pas pris beaucoup de risques. De plus, on remarque que les legs d'artistes gérés par le partenaire survivant sont souvent axés dans le sens de la réception, soit-il conscient ou inconscient. Ceci aussi est une manière de réduire des risques sans mauvaise intention, car bien sûr, la proximité du partenaire pose un danger que certains travaux soient évalués et disparaissent au fond d'un tiroir comme n'étant pas dignes d'être montrés. Lorsqu'on parle de motifs inconscients, les mauvaises intentions en font également partie, or elles ne sont pas conscientes justement. Mauvais signifie aussi qu'il y a des pulsions agressives que l'on n'aperçoit pas trop, mais qui sont les propres de toute relation amoureuse. La manière de diriger les choses par le biais de la gestion de l'héritage est très importante. Comme celui-ci est représenté, comment celui-ci est représenté, comment la sélection du travail artistique est effectuée. Le regard porté là-dessus est très subjectif. L'héritier se croit à même de le faire mieux que quiconque au prétexte qu'il saurait mieux qui était le défunt. Or, on pourrait aussi confier ça à quelqu'un d'autre. On pourrait aussi dire: mon souhait est que les œuvres de ma ou mon partenaire décède soient conservées, mais mon propre regard est trop familier, trop préconçu. Il vaut mieux que je laisse faire quelqu'un d'autre. Cela n'arrive pas beaucoup. C'est une forme de surestimation narcissique, car dans une relation amoureuse, les zones d'ombre sont généralement les plus importantes. On pourrait aussi interpréter cet acte comme arrogant, condescendant. Non seulement on agit bien et moralement envers le défunt, mais on se met aussi soi-même en valeur. Bien sûr, ça varie beaucoup d'un cas à l'autre. Dans la thérapie conjugale, on parle de la notion de colonisation au sein d'une relation.
Ceci décrit une habilitation qu'un partenaire s'octroie à lui-même, pensant qu'il connaît les pensées et sentiments de la personne en face de lui, sans que cela s'accorde avec la réalité de l'autre. Psychanalytiquement parlant, on estime qu'une relation amoureuse vécue positivement est une oscillation, un va-et-vient entre la perception que l'autre se fait en moi et la conscience du propre moi. Ce faisant, il peut aussi y avoir là un risque de colonisation. C'est le sentiment que la personne en face se dissolve entièrement et ne soit plus légitimée dans sa subjectivité. Elle devient alors complètement à soi. Or, dans une relation réussie, il faut que l'autre soit reconnu dans son altérité. Et c'est la mesure dans laquelle cela a été possible dans la relation vécue qui influence la manière dont la perte est gérée. Peut-être n'est-il possible que dans la gestion de la perte, de reconnaître l'autre comme un autre. Ou bien une colonisation se poursuit post-mortem sous couvert d'une reconnaissance de la succession du défunt où l'on ne fait que prétendre qu'il y a eu confrontation, alors même que c'est seulement son propre point de vue qui est mis en avant. C'est comme ça qu'il peut y avoir accaparation au-delà de la mort. Ceci se montre bien, par exemple, dont Hans von Matt a catalogué et partiellement interprété les œuvres de sa femme au cours de son évaluation posthume. Il a ainsi joué un rôle important dans la façon dont nous voyons Anne-Marie von Matt aujourd'hui. De son vivant à elle, il a évité que le public ne voie son travail. Je me demande si pour lui aussi il n'avait été possible d'envisager les œuvres de son épouse qu'une fois celle-ci décédée et si c'est seulement à ce moment-là qu'il a pu se sentir utile. Car le regard du public ne se contrôle pas aussi simplement. Son travail, lorsqu'elle était encore en vie, aurait pu être mal perçu et peut-être voulait-il éviter cela. Mais Anne-Marie aurait pu, elle, réagir au regard du public. Après sa mort, cette possibilité n'existait plus. Du coup, c'est une sorte de art mort qui est parvenu au public. Il y a donc eu seulement le rapport entre le public et Hans von Matt, lequel pouvait en garder le contrôle. Le catalogage et l'interprétation donnent l'impression d'un examen postérieur dévoué. Il y a quelque chose de touchant et de reconnaissant dans la minutie avec laquelle il a voulu rendre justice au moindre aspect du travail d'Anne-Marie. En même temps, cela peut se concevoir aussi comme une forme de prétention, car par là, il veut dire je mets ça ici et je mets ça là et je nomme les choses. Il y a quelque chose de réducteur là-dedans. Mais on peut le prendre à différents niveaux. Aussi touchante que soit la tentative de rendre hommage à son travail, la manière dont il a en partie procédé équivaut à une sorte de dissection. Paradoxalement, la vivacité de son art, le non-vécu de sa vitalité sont perdus. Tout comme se perd la folie contenue dans la polysémie de son expression artistique. Il s'accorde le droit suprême d'interpréter. Il y a donc le danger d'être enfermé dans le regard porté sur son travail. Il n'est plus possible ou à peine de maintenir ouvert le champ de la réception, ce qui serait important pour envisager Anne-Marie von Matt de la manière la plus neutre possible. Pour qu'elle ait la chance que le regard sur son travail soit impartial, que ce ne soit pas celui d'un sachant et pas non plus avant tout masculin, car ce sont justement les regards préjugés qui ont déformé la réception de l'œuvre d'Anne-Marie von Matt ces dernières années.
Je vous remercie de votre attention.